Le grand sommeil. Chapitre 1. Il était environ 11 heures du matin. C'était la mi-octobre. Le soleil ne brillait pas, et il y avait un air de grosse pluie à venir dans la clarté des collines. Je portais mon costume bleu clair, avec une chemise bleu foncé, une cravate et une pochette, des derbies noirs et des chaussettes de laine noire à baguettes bleu foncé. J'étais net, propre, rasé, et je n'avais pas bu, et je m'en tapais qu'on le sache ou pas. J'étais tout ce qu'un détective privé bien sapé devrait être. Je rendais visite à 4 millions de dollars. Le grand hall de la demeure des Sternwood faisait 2 étages de haut. Au-dessus de ses portes d'entrée, où aurait pu passer un bataillon d'éléphants d'Inde, un large panneau en vitrail figurait un chevalier en armure sombre en train de sauver une dame attachée à un arbre. Elle n'avait pas d'autres vêtements que ses cheveux, très longs, et judicieusement disposés. Pour faire plus sociable, le chevalier avait relevé la visière de son aume, et il s'affairait en vain sur les nœuds de la corde. Je suis resté là un moment, à me dire que si j'habitais cette maison, il faudrait tôt ou tard que je monte là-haut pour l'aider. On aurait dit qu'il n'essayait pas vraiment. Au fond du hall, il y avait des portes-fenêtres, derrière lesquelles une large baie de pelouse émeraude s'étendait jusqu'à un garage blanc. Devant le garage, un jeune chauffeur svelte et brun, en jambières noires et brillantes, nettoyait une décapotable Packard Grenat. Derrière le garage, des arbres décoratifs toilettés avec autant de soin que des caniches. Derrière les arbres, une grande serre avec un toit en dôme. Puis encore des arbres, et derrière tout ça, la silhouette des collines, solide, inégale et paisible. Du côté est du hall, un escalier ajourné, carrelé, s'élevait vers une mezzanine dotée d'une balustrade en fer forgé et d'une autre scène d'amour courtois en vitrail. Sur tout le pourtour de la mezzanine, adossées au mur, des grandes chaises dures, aux sièges arrondis garnis de peluches rouges. On aurait dit que personne ne s'y était jamais assis. Au milieu du mur ouest, derrière les 4 panneaux d'un écran en cuivre, un grand âtre vide. Au-dessus de l'âtre, un manteau en marbre avec des cupidons dans les coins. Au-dessus du manteau, un grand portrait à l'huile, et au-dessus du portrait, croisés et encadrés sous verre, 2 fanions de cavalerie, troués par balles, ou bien rongés par les mites. Le portrait représentait un officier dans une pose tout en raideur, en tenue régimentaire complète, d'une époque voisine de la guerre du Mexique. L'officier avait une tunique noire impeccable, de grosses moustaches noires, un regard dur et ardent, d'un noir de charbon, et l'allure générale d'un homme avec qui cela vaudrait le coup de s'entendre. Je me suis dit que ça pourrait bien être le grand-père du général Sternwood. Ça pouvait difficilement être le général lui-même, bien que j'avais entendu dire qu'il était bien âgé pour avoir 2 filles d'une 20aine d'années, cette période si dangereuse de la vie. J'étais encore plongé dans ce regard noir et ardent lorsque s'ouvrit une porte sous l'escalier. Ce n'était pas le majordome qui revenait, c'était une fille. Elle avait à peu près 20 ans, petite et délicatement faite, mais elle semblait robuste. Elle portait un pantalon bleu pâle, et ça lui allait bien. Elle semblait flotter en marchant. Ses cheveux faisaient une jolie vague châtain. Ils étaient bien plus courts que la mode d'alors, celle des boucles tombant jusqu'aux épaules et roulées vers l'intérieur. Ses yeux, gris ardoise, n'avaient presque aucune expression en me regardant. Elle s'est approchée de moi, a souri avec sa bouche, et elle avait des petites dents pointues et prédatrices, blanches comme l'intérieur d'une écorce d'orange, et brillantes comme de la porcelaine. Elles étincelaient entre ses lèvres minces et trop tendues. Son visage manquait de couleur, et ne semblait pas en très bonne santé. « Vous êtes grand, hein ?» dit-elle. Je n'ai pas demandé à l'être. Ses yeux s'arrondirent. Elle était perplexe. Elle était en train de réfléchir. Rien qu'à cette brève rencontre, j'avais compris que réfléchir lui serait toujours pénible. « Et vous êtes beau, et je parie que vous le savez. » Alors j'ai grogné. « Comment vous appelez-vous ?»« Riley, dis-je. Doghouse Riley. » C'est un drôle de nom. Elle se mordit la lèvre, tourna un peu la tête et me regarda du coin de l'œil. Puis elle baissa les cils jusqu'à ce qu'ils embrassent presque ses joues et les releva lentement, comme un rideau de théâtre. J'allais apprendre à connaître ce truc. C'était censé me faire m'allonger sur le dos, avec les 4 pattes en l'air.
Êtes-vous un boxeur demanda-t-elle, voyant que je ne m'exécutais pas. Pas tout à fait, je suis un privé. Un... Dépitée, elle jeta la tête en arrière, et la riche couleur de sa chevelure scintilla dans la faible lumière du grand hall. « Vous vous moquez de moi, dit-elle. « Quoi ? Ressaisissez-vous, dis-je. Vous m'avez très bien entendu. Vous n'avez rien dit du tout. Vous vous moquez simplement de moi. Elle porta un pouce à sa bouche et le mordit. Il avait une drôle de forme, ce pouce. Il ressemblait aux 4 autres doigts, aussi fins qu'eux, et notamment à la première articulation. Lentement, elle le mordait et le suçait, le faisant tourner dans sa bouche comme un bébé avec sa tétine. « Vous êtes affreusement grand, dit-elle. » Puis elle se mit à glousser d'une joie secrète. Tout doucement, avec souplesse et sans lever les pieds, elle pivota alors sur elle-même. Elle laissa pendre ses mains de chaque côté. Puis, perchée sur ses orteils, elle bascula vers moi. Elle se laissa carrément tomber à la renverse, dans mes bras. Si je ne l'avais pas rattrapée, elle se fracassait la tête sur le carrelage. Je la saisis sous les bras, et instantanément elle s'épancha sur moi, ne se tenant même plus sur ses jambes. Pour qu'elle ne tombe pas, j'étais obligé de la tenir serrée. Lorsque sa tête fut sur ma poitrine, elle la tourna vers moi et se mit à glousser. « Vous êtes mignon, » dit-elle en gloussant. « Et je suis mignonne aussi. » Je n'ai rien répondu. C'est alors que le majordome jugea opportun de revenir, en passant par la porte-fenêtre, et qu'il me vit donc, la tenant dans mes bras. Cela ne semblait pas le gêner. C'était un grand type aux cheveux gris, élancé, plus ou moins dans la soixantaine. Il avait des yeux bleus, aussi lointains que des yeux pouvaient l'être. Sa peau était lisse et brillante, et ses mouvements indiquaient qu'il avait des muscles très sains. Il s'approcha de nous en traversant lentement le hall, et la fille se détacha vivement de moi. Elle fonça jusqu'au pied de l'escalier et le gravit comme une biche. J'avais à peine repris mon souffle qu'elle avait déjà disparu. Le majordome dit d'un ton neutre. « Le général va vous recevoir maintenant, monsieur Marlowe. » J'ai décollé la mâchoire inférieure de ma poitrine et j'ai acquiescé. « C'était qui, ça ?»« Mademoiselle Carmen Sternwood, monsieur. »« Vous devriez la sevrer, elle m'a l'air assez grande. » Il m'a regardé d'un air de politesse mêlé de solennité, et il a répété ce qu'il avait dit.